loi. Donc ça va être le cloud, data center, le cadre juridique en Tunisie et en Afrique. Et pourquoi spécialement ça va être pourquoi la conformité est un avantage business et non pas un frein pour les data centers ou les fournisseurs cloud. Il y aura 5 points principaux, cadre juridique amical, le cadre juridique en Tunisie, le cadre juridique en Afrique, et on va voir de plus près les contrats en matière de cloud et data center. Et enfin, on va voir que la compliance est un accélérateur et non pas un frein au data center et au cloud. Donc, pour vous qui êtes dans le secteur, vous connaissez vos clients, et les premières questions que vous pose, c'est la localisation du cloud, du data center, la responsabilité, les délais de réponse aux incidents, quels sont vos contrats, et est-ce que vous avez des certifications ou un label. C'est généralement les questions qui se posent par les clients de votre secteur qui reviennent en permanence. Donc, ils doivent voir la loi dans vos pratiques, dans votre process, dans vos contrats et lors des audits. Ce que cherchent aussi les clients, principalement, c'est est-ce que la responsabilité est partagée ou pas? Quelle est votre responsabilité? Quelle est votre responsabilité? On va voir si en pratique les clients restent toujours responsables de certaines décisions, la catégorie des données, les données qu'ils vont traiter, et de l'autre côté, ils vont chercher à comprendre si le fournisseur de services cloud ou data center fournit quelque part un socle de sécurité, il y a une continuité du service ou pas, et il veut avoir une transparence sur la chaîne d'opérateurs, c'est-à-dire qui sont les sous-traitants qui vont agir à côté du data center fournisseur cloud. Vous connaissez tous le RGPD qui impose aux responsables de traitement de choisir les sous-traitants, surtout lorsqu'il s'agit d'Afrique, qui représentent ou qui présentent des garanties contractuelles et pratiques. Et vous connaissez certainement les clauses contractuelles type imposées par le RGPD, qui doivent être respectées par les sous-traitants en Afrique principalement. De plus, il y a la question de cybersécurité qui se pose. Quels sont les risques? Comment vous allez traiter ces risques? Et est-ce que l'usage du cloud en data center représente une certaine sécurité? Pour la Tunisie, il faut connaître les textes applicables, les principaux textes. Il ne s'agit pas de tous les textes, mais les principaux textes. On a la loi, le décret loi 2023-17 qui vient réformer l'ancienne loi de 2004 qui prévoit les règles applicables en matière de cybersécurité et qui réglemente l'Agence nationale de la cybersécurité qui était autrefois l'Agence nationale de la sécurité informatique. On parle désormais d'une labellisation en matière de cloud. On a le cloud national, le cloud gouvernemental, et il y a un arrêté ministériel qui fixe les conditions d'octroi et de retrait de ces labels. Il y a un référentiel pour obtenir cette labellisation qu'il faut suivre pour octroyer ce genre de label. Enfin, il y a l'ancienne loi, on espère que ça va changer, la loi organique sur la protection des données en 2004, et ces textes d'application. Il y a un projet actuellement, un projet de loi qui est au niveau de l'Assemblée nationale, du Parlement, afin de modifier cette loi qui va se rapprocher un peu plus du RGPD. On attend toujours cette loi, on espère qu'on va l'avoir d'ici. Donc j'en viens un petit peu pour le décret loi qui prévoit les deux labels. On a le G-Cloud, le Gouvernemental Cloud. Il s'agit
d'une labellisation destinée à ceux qui auront ou offriront des services au secteur public, donc qui représentent plus de garanties. C'est un cloud souverain. Il y a des exigences qui sont renforcées et qui sont faites axées sur l'hébergement et la sécurité. Après, il y a le National Cloud. Il est destiné au secteur privé plutôt, pour les fintechs, pour les sociétés privées. Et c'est un signe, lorsqu'on a ce genre de label, de dire voilà, vous pouvez nous faire confiance, on est assez sérieux et labellisé. Donc, pour ceux qui sont en Tunisie, ils doivent avoir un pack conformité, on va dire. Donc, le pack conformité doit contenir au moins ces 5 composantes, une fiche data residency pour les sous-traitants surtout, la politique sécurité, le contrôle d'accès par exemple au data center, les mesures de sécurité qui sont prises pour le chiffrement des données, et surtout le plan de gestion d'incident. En cas d'incident, comment on va faire? Quelle est la réaction? Quel est le temps de réaction? Là, il faut assurer une certaine continuité du service. Après, il faut montrer qu'il y a des audits en permanence qui permettent d'avoir confiance dans vos services. Après, ils vont faire attention, certainement, ils vont demander vos contrats, et à partir de vos contrats, ils vont comprendre quel niveau de sécurité vous assurez. Donc, il faut avoir ce pack. Ce pack, ça peut être dans vos présentations, où vous pouvez fournir ce qu'on fait généralement maintenant, c'est d'avoir une data room axée sur ce point-là. C'est-à-dire, dès le départ, ils ont accès à toutes ces informations, on veut la transparence totale, et ça permet aux clients d'avoir confiance sans le demander. Au niveau de l'Afrique, l'Afrique c'est autre chose. Il faut raisonner à 2 niveaux. Il y a un premier niveau, il faut respecter le cadre continental, c'est-à-dire l'Union africaine. Et lorsque je parle de l'Union africaine, il faut respecter la convention de Malabo. Après, il y a on va dire le respect des lois nationales. Et là, chaque pays a ses autorités. En Tunisie, par exemple, on a la loi sur la protection des données, les décrets de loi sur la cybersécurité, on a des autorités de contrôle, telles que l'IPDP, l'Instance nationale de protection des données personnelles, ou l'Agence nationale de cybersécurité. Et il faut respecter ces deux et démontrer qu'on respecte ces 2 niveaux de législation. Là, je vous donne quelques exemples d'autres autorités de contrôle, d'autres lois nationales. Il y a le Maroc, avec la loi 0908, et l'autorité de contrôle, Nigeria aussi, il y a un South Africa qui ont tous leur propre loi, qui respectent la loi africaine ou la Convention de Malabo. Donc, pour ceux qui ont plusieurs, par exemple, je prends l'exemple d'un data center en Tunisie, au Maroc et dans d'autres pays africains, doivent démontrer qu'ils respectent et la Convention internationale qui régit l'Afrique et les lois nationales de chaque pays. Donc, ils doivent, dans un premier temps, classer les données, suivant chaque loi nationale, choisir les zones d'hébergement et prévoir les transferts dans toute légalité, c'est-à-dire qu'il faut respecter les normes de transfert, avoir des autorisations juridiques pour ça, et avoir les licences surtout lorsqu'il faut des licences pour traiter, pour avoir ce genre d'activité. Donc, la Convention de Malabo, c'est un peu la loi référence à l'échelle africaine qu'il faut respecter, et ensuite il y a la loi régionale et nationale. Parlons un petit peu de vos contrats. Ce qu'il faut avoir, c'est le minima qu'il faut avoir dans les contrats. Et ce genre de contrat, il est vérifié par
juriste, généralement, on va voir si ces clauses existent ou pas, et on passe à la suite. Si on ne trouve pas ce genre de clause, automatiquement, on sait que c'est pas sérieux et que ça représente un certain danger pour nos clients. Donc, il faut voir la disponibilité. Il faut des chiffres avec. Il ne suffit pas d'avoir une clause, il faut avoir les chiffres qui vont avec, les tests, tout ça, les pénalités, un peu trop tard. Les réponses en cas d'incident, qui fait le support, en combien de temps, la sécurité dans quelle mesure, les sous-traitants, leur identité, qu'est-ce qu'ils font, où est-ce qu'ils hébergent, à quel genre de données ils ont accès. En cas d'incident, quel est le temps de réaction et la localisation, bien sûr, et la responsabilité de chacun. De toute façon, ces exigences sont prévues par le RGPD, mais même si on est en Afrique ou en Tunisie ou ailleurs, il faut que les clients les voient dans la documentation, même si elles ne sont pas prévues par les lois ou la convention. Donc il y a aussi la question de cybersécurité. Les clients, surtout ceux qui ont des clients européens, vont voir si vous êtes conforme à la directive NIS2. Obligatoirement, ils vont vérifier ça, même si ça n'existe pas au niveau des lois nationales. Ils vont vérifier que c'est dans vos pratiques et dans votre documentation. Encore une fois, ils vont vérifier la politique de gestion des risques, la sécurité physique des données, par exemple, la logique, la continuité de l'activité, la procédure en cas d'incident et est-ce que vous êtes conforme en matière de sous-traitance? Et c'est la question qui revient en permanence. Est-ce que le sous-traitant présente une certaine sécurité, il est conforme aux lois et aux normes européennes? Donc il y a aussi la question de cybersécurité. Les clients, surtout ceux qui ont des clients européens, vont voir si vous êtes conforme à la directive NIS2. Obligatoirement, ils vont vérifier ça, même si ça n'existe pas au niveau des lois nationales. Ils vont vérifier que c'est dans vos pratiques et dans votre documentation. Encore une fois, ils vont vérifier la politique de gestion des risques, la sécurité physique des données, par exemple, la logique, la continuité de l'activité, la procédure en cas d'incident et est-ce que vous êtes conforme en matière de sous-traitance? Et c'est la question qui revient en permanence. Est-ce que le sous-traitant présente une certaine sécurité, il est conforme aux lois et aux normes européennes? Donc, pour les données, il n'y a pas que le RGPD. Il y a le RGPD qu'il faut respecter pour éviter les sanctions qui s'appliquent. Vous savez que le RGPD il peut s'appliquer en Afrique du moment que les données concernent des ressortissants européens. Il y a aussi le Data Act. C'est le texte qui vise à faciliter le switch entre les services de traitement de données et l'interopérabilité. Donc, quels sont les avantages du compliance? Donc, le premier avantage, vendre au public et aux industries les labels, la conformité. Ça permet d'avoir plus de clients. Ça réduit les incidents lorsqu'on est conforme à la loi. Ça réduit le coût aussi. Ça accélère les signatures lorsqu'on a une data room avec toute la documentation. Au lieu de passer des mois sur une due diligence, on signe directement. Ça justifie aussi, lorsqu'on est conforme, ça justifie le prix qui est élevé, ce qu'on appelle les packs, le pricing premium, automatiquement. Ça se vend en fait, la conformité se vend comme un produit. Et ça permet d'avoir des clients diversifiés et ça limite le départ des clients. En fait, la conformité qui est un frein pour certains, qui représente un blocage pour le secteur cloud ou les data centers, peut être vue comme un produit qui se vend, qui a un prix. Pour conclure, donc, il faut avoir une capacité
mesurable de conformité, ça veut dire que les clients doivent voir que vous êtes conforme. Pour la Tunisie, il faut respecter ces trois textes principaux, la cybersécurité, la loi sur la protection des données et avoir les labels et les certifications ISO 27001, etc. Ça permet d'avoir plus de crédibilité et de rassurer vos clients. Ensuite, pour le côté africain, il faut avoir cette conformité PAC obligatoire. Elle devient indispensable pour ceux qui veulent accéder à ce genre de marché. Ça rassure les clients, ça donne beaucoup de crédibilité et ça justifie les prix que vous proposez. Voilà pour moi. Merci.